Vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine et on entame ce journal avec cette information. Le général d'armée ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir de samedi une visite officielle en République de Corée pour prendre part à l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées de la République de Corée, les deux parties examineront la question d'intérêt commun, ajoute le communiqué. En Algérie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu des messages de félicitations des ambassadeurs d'Indonésie, de Malaisie et du Vietnam suite à l'obtention par l'APN du statut d'unique membre observateur auprès de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Dans leur message, les ambassadeurs de ces trois pays membres fondateurs de l'ASEAN ont salué la dynamique efficace de la diplomatie parlementaire algérienne qui s'emploie à étendre le champ de ses activités à la coopération avec le continent asiatique, notamment avec les pays de l'Asie Sud-Est, en vue d'œuvrer de concert à la promotion des principes de paix, de sécurité, de stabilité et de progrès. Dans notre dossier Sahara occidental de ce samedi soir, l'agence de presse sahraoui a qualifié la carte américaine divulguée de vol qualifié du droit du peuple sahraoui, bien qu'elle ne soit officielle à ce jour. Dans un long communiqué publié samedi, l'agence a accusé Washington de trahir ses engagements et de tenter d'imposer une position unilatérale au Conseil de sécurité de l'ONU, affirmant que le document distribué par la mission américaine au groupe des 5 pays membres permanent concernant le soutien au prétendu projet d'autonomie dans le Sahara était inacceptable tant dans la forme que dans le fond. Les Sahraouis se souviennent tous que lorsque le Maroc, malgré ses nombreuses alliances, a échoué à briser la résistance du peuple sahraoui après 50 ans de guerre d'expansion, il s'est empressé de courir vers Tel Aviv et embrasser la main, reconnaissant et soumis, le faisant entrer par la petite porte à Washington, dans le cadre d'un échange entre voleurs, chacun reconnaissant au second son vol. Et en effet, après avoir vendu Al-Quds et ses habitants, en plein jour par le président du comité, Washington a décoré le roi marocain d'une médaille empoisonnée, une mine qu'on ne peut toucher sans qu'elle explose et tue tout le monde autour, la reconnaissance d'une prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. C'est ainsi que l'occupant marocain s'est imaginé depuis 2020 que l'affaire était définitivement réglée en sa faveur, et cette illusion stupide a été renforcée par le fait que certaines puissances coloniales et leurs entreprises se sont précipitées pour ne pas être en reste dans le partage des ressources sahraouis composées de phosphate, de poissons, de fer, d'or, d'uranium et de lithium, en plus des produits agricoles et autres. Représentant du peuple sahraoui et le membre du secrétariat national représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, a réaffirmé que le peuple sahraoui reste fermement déterminé à défendre ses droits légitimes non négociables à la liberté et à l'indépendance pour lesquels il a payé un lourd tribut. Lors d'une interview accordée par le diplomate sahraoui à la télévision nationale sahraoui depuis New York vendredi, le diplomate sahraoui a réaffirmé que la résolution adoptée jeudi par la 4e commission réaffirme comme chaque année le cadre juridique du Sahara occidental en tant que question de décolonisation et de droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la résolution 1514 de l'Assemblée générale qui contient la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et au peuple colonisé. Cette décision constitue une réponse forte et claire aux tentatives de l'État occupant marocain
de dénaturer le caractère juridique de la question sahraoui en répétant les mêmes allégations fallacieuses et en se retranchant derrière les positions de certains États qui soutiennent sa position expansionniste au Sahara occidental et sa campagne acharnée visant à saper le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le destin du peuple sahraoui n'est pas entre les mains des États-Unis d'Amérique, ni entre celles de la France, ni entre celles d'aucune autre patrie, mais entre les mains du peuple sahraoui qui reste déterminé avec force et détermination à défendre ses droits légitimes sur lesquels il ne transigera ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, à savoir l'autodétermination, l'indépendance et la restauration de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République sahraoui. Et pour le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, Sidi Mohamed Ammar, l'Amérique a soutenu l'occupation marocaine du Sahara occidental dès le début, l'accusant d'avoir appuyé le dite marche noire. La position des États-Unis d'Amérique sur la question du Sahara occidental depuis l'époque du président Gerald Ford et de son secrétaire d'État Henry Kissinger est connue de tous. C'est l'Amérique qui a soutenu l'occupation marocaine du Sahara occidental dès le début, qui a appuyé la Marche noire et qui a continué ensuite à soutenir diplomatiquement et militairement l'État occupant. Cette position a été réaffirmée en 2020 et confirmée à nouveau en avril de cette année. Au Maroc, le flou règne toujours quant au nombre réel de personnes arrêtées et détenues parmi les rangs du mouvement de protestation des jeunes de Gen Z 212 dans un contexte de silence total des autorités marocaines, tandis que les organisations de défense des droits humains ont révélé qu'environ 1000 personnes avaient été arrêtées. Le Makhzen reste discret sur le nombre de détenus, à l'exception d'un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur le 9 octobre dernier qui fait état de 409 personnes placées en détention dans le cadre de la répression des manifestations qui ont eu lieu pour réclamer la justice sociale, la dignité humaine et la lutte contre la corruption. Des sources de l'Association marocaine des droits de l'homme, la plus grande organisation de défense des droits humains du pays, ont affirmé que ces sections avaient recensé plus de 4000 personnes arrêtées dans différentes villes. Toujours au Maroc, le mouvement de boycott, de désinformation et de sanctions contre l'entité sioniste a dénoncé ce qu'il a qualifié de normalisation douce sous couvert du sport dans le but de redorer l'image de l'entité sioniste. Dans un communiqué publié vendredi, le mouvement a accusé les régimes arabes qui ont normalisé avec l'entité sioniste de complicité et de collusion avec l'occupant dans le génocide des Palestiniens et leur a demandé de l'isoler dans tous les domaines, y compris le sport, saluant au passage les positions prises par des sportifs internationaux, dont des Algériens, et leur retrait de la compétition contre les représentants de l'antisécessionniste dans les différents rendez-vous sportifs mondiaux. Le régime d'apartheid israélien exploite la position des régimes arabes, complaisants ou complices du régime d'extermination, pour poursuivre le processus de normalisation dans le but de s'imposer comme une unité naturelle dans la région. Le sport n'a jamais été au-dessus de la politique, mais un domaine avec lequel l'on teste l'attitude humaine avant le résultat. Lorsque les compétitions sont utilisées pour redorer l'image de l'occupation, le boycott devient un devoir moral et une responsabilité collective. Le moment est venu d'isoler Israël sur le plan sportif, comme l'a été le régime d'apartheid en Afrique du Sud. En Tunisie, cette fois-ci, le président tunisien Kais Saïed a confirmé l'échec de ceux qu'il a qualifiés de conspirateurs et de ceux qui, selon lui, sont à la solde de partis obscurs dans leur tentative visant à dissuader son pays d'aller de l'avant sur la base de choix purement nationaux. Un communiqué de la présidence tunisienne publié samedi indique que Saïed, lors de sa rencontre vendredi avec les présidents de l'Assemblée nationale, Brahim Bouderbala, et du Conseil national des régions et des provinces, Ahmed Derbali, a insisté en évoquant les manifestations à Gabès sur la nécessité pour les habitants et les forces de sécurité de faire front commun face à ceux qui veulent exploiter la situation environnementale catastrophique à des fins particulières qui ne sont plus d'un secret pour personne, selon le même communiqué.
La Tunisie a réussi à relever de nombreux défis et fait preuve d'une volonté inébranlable d'aller de l'avant, en s'appuyant sur ses nombreuses capacités, sur ses choix nationaux purs et sur les succès obtenus, comme le prouvent les chiffres. Dans le même temps, cela rend les opposants et les conspirateurs confus et hésitants, ceux-là même qui reçoivent des fonds de l'étranger pour être des porte-paroles rémunérés et enragés. Et en Libye, les Libyens ont voté ce samedi pour élire 16 nouveaux conseils municipaux selon l'agence de presse libyenne. Les bureaux de vote ont connu tout au long de la journée une affluence croissante d'électeurs venus participer à un scrutin qui devait avoir lieu le 16 août dernier dans le cadre de la deuxième série d'élections municipales, mais qui a été reportée au 18 octobre pour des raisons sécuritaires et organisationnelles. Environ 96 000 électeurs et électrices se sont rendus dans 142 bureaux de vote, comprenant 341 sections électorales pour élire 743 candidats et candidates selon le système mixte combinant listes et candidats individuels. Et direction la Guinée-Bissau à présent, où la Cour suprême a annoncé que 12 candidats, dont l'actuel président Omar Sissoko Embalo, sont éligibles pour se présenter aux élections présidentielles prévues le 23 novembre 2025. Selon des sources journalistiques locales, la Cour suprême a précisé que les 12 candidats ont été sélectionnés après examen et vérification de leur candidature, soulignant que sa décision est définitive et sans appel. Le président Embalo sera confronté à plusieurs personnalités de premier plan, notamment l'ancien président José Mario Vaz, soutenu par la coalition nationale pour la liberté, le développement, et l'ancien premier ministre Bassirou Ja, soutenu par le Front national pour le salut national. Gare au Soudan, la situation des déplacés dans le pays est critique, marquée par l'aggravation de la crise humanitaire, famine, inondation et manque de financement pour l'aide. On fait le point avec Maria Chouyer. Chaque jour au Soudan, des familles quittent leur maison sans savoir si elles pourront y retourner un jour. Des veuves qui dorment sous des abris de fortune, leurs enfants à leur côté et la peur pour seule compagne. Depuis avril 2023, plus de 12 millions de personnes ont dû fuir leur domicile à cause des violents affrontements qui opposaient l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Et depuis, le Darfour Nord demeure toujours l'épicentre de la crise au Soudan. Le Darfour Nord demeure l'épicentre de la crise au Soudan et nous avons besoin de paix pour pouvoir accéder aux endroits les plus difficiles d'accès. Selon la matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations, nous avons constaté à Tawila un triplement du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il était d'un peu plus de 200 000 déplacés et dépasse désormais les 600 000 en un an seulement. À El Fasher, la matrice de suivi des déplacements indique que le nombre de personnes y vivant a diminué de 62%. 2 années de conflits continus ont suffi pour plonger le Soudan dans l'une des pires crises humanitaires de son histoire. Des millions de vies ont été bouleversées, des villes partiellement détruites, l'aide humanitaire peine à passer, le pillage des convois et l'absence d'accès à certaines zones paralysent les secours, laissant des milliers de Soudanais livrés à eux-mêmes. Notre plus grand défi réside dans l'insuffisance des financements pour répondre à la campagne de lutte contre les épidémies. Le deuxième défi réside dans l'accès à certaines zones semi-fermées comme le Darfour Nord et la région d'El Fasher, notamment dans les circonstances récentes. Ajoutant à cela, les quantités de médicaments et de vaccins arrivés étaient inférieures aux quantités requises et ces fournitures sont généralement exposées à de nombreux pillages. Face à cette crise sans précédent, les humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Sans un sursaut international immédiat, sans aide, la catastrophe humanitaire au Soudan risque de devenir irréversible.
Et au Nigeria, où la crise sécuritaire persiste, des présumés terroristes ont tué vendredi au moins 7 soldats, dont un commandant de l'armée dans le nord-est du pays, selon un rapport des services de renseignement militaire. Même si les violences ont diminué depuis leur pic il y a 10 ans, les attaques terroristes restent fréquentes dans les zones rurales. Les soldats ont été tués dans une embuscade dans un village de la région administrative de Konduga, à environ 35 km de la capitale de l'État de Borno, épicentre de la violence terroriste. Et on clôture ce journal avec de la culture. Le 10e Festival culturel national de la création féminine s'est ouvert ce samedi à Alger avec la participation de créatrices et artisanes issues de plusieurs régions du pays, organisée à la ville Boulkil Hossein Dey. Cette édition met la lumière sur le savoir-faire des artisanes et créatrices de 20 wilayas du sud du pays qui ont contribué à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine culturel algérien, organisé depuis 2010 sous le patronage du ministère algérien de la Culture et des Arts. Le Festival culturel national de la création féminine se fixe pour objectif de promouvoir les créations et les innovations des femmes algériennes dans les domaines de l'art et de l'artisanat. C'est une occasion de tout à fait. La création des femmes du Sud, elles font des huiles essentielles, elles font des créations à base de cuir, la manière de s'habiller. Elles nous apprennent comment mettre tizernes ou autre chose. Et là, moi, ça me fait ma fierté. Et j'espère que on va dédier plusieurs festivals, plusieurs éditions, parce que une seule ne suffit pas. À travers mon œuvre, en fait, je voulais mettre en avant le côté guerrier de la femme du Sud, pour mettre à l'honneur, rendre hommage, comment rendre hommage à la femme du Sud. Moi, je me suis inspirée de la culture touareg, et la femme touareg a la responsabilité de transmettre donc la culture. Des propos recueillis par Fellah Laili. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News.